On est à Bourg-Saint-Maurice pour le festival Agir pour les glaciers. À Mountain Changemakers, on pense qu'il faut plus que jamais continuer à s'émerveiller. Alors suivez-moi, on va à la rencontre de tous ces artistes invités sur le festival qui questionnent nos croyances, nos certitudes et nous invitent à poser un autre regard sur la nature et le vivant qui nous entoure. On y va. Pour ce Talk to You spécial Agir pour les glaciers, Lauriane Miara, illustratrice, nous ouvre les portes de la chambre froide où peu à peu la rêverie laisse place à une réalité moins plaisante. Dans l'œil d'Olivier Martel, la montagne se sublime mais n'en oublie pas ses tourments. Jean-Marc Rochette nous contera son amour pour la vallée du Vénéon et les grands espaces. Et enfin Blik Bassi, chanteur engagé franco-camerounais, nous propose un voyage spirituel pour une reconnexion à la nature. Moi, les glaciers, quand je les ai connus petits, on parlait de neige éternelle, on avait l'impression que ça nous renvoyait une sorte d'immortalité parce qu'ils avaient toujours existé et qu'ils allaient toujours exister. On ne pensait pas qu'ils allaient disparaître. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'ils vont disparaître, en tout cas dans les Pyrénées, ils vont disparaître dans quelques années. Olivier, ce sont tes photos qui sont exposées ici au festival Agir pour les glaciers. Tu nous as emmenés là précisément parce qu'il y a une photo que tu voulais me montrer. C'est une photo qui me tient à cœur parce qu'elle marque ma première rencontre avec un glacier. C'était une rencontre marquante parce que c'était un moment où je me suis retrouvé seul face au glacier. J'ai beaucoup marché pour me rapprocher de ce glacier. C'était juste après le Covid, c'était dans le mauvais temps et il m'est apparu d'un coup un immense glacier, à la fois immense et fragile. Et ça a été un choc à la fois esthétique et chargé d'émotions. Et tu te définis comme glaciographe. Oui. En fait, la glaciographie, c'est un terme que j'ai imaginé. Comme je ne suis pas glaciologue et j'ai déjà changé de métier, donc je ne pouvais pas encore changer de métier. Donc glaciographe, c'est un terme que j'ai imaginé pour mettre un mot sur mon engagement. C'est-à-dire c'est un artiste, c'est au-delà de l'artiste visuel en tant que simple photographe. C'est un témoin sensible des glaciers qui montre la fragilité et la beauté des glaciers, qui sensibilise aux enjeux écologiques, mais qui incite à agir pour leur sauvegarde. Voilà. Et ça peut être un médiateur aussi entre les hommes et les glaciers, ça peut être un médiateur aussi entre toutes les disciplines qui gravitent autour des glaciers. Voilà. Ouais. Ça fait très monochrome. Ouais. Mais les contrastes, c'est intéressant de mettre en valeur avec la lumière qui rentre comme ça. Mais on voit quand même l'état de la mer de glace. Là, il y a un truc qui est intéressant, que j'ai pas vu sur le moment, que j'ai vu après, un peu comme Vincent Munier avec l'histoire de la panthère des neiges. Si tu prends un peu de recul là-dessus, on dirait un crâne. On a la bouche, les yeux et la forme du crâne, comme dans des peintures. Dans les anciennes peintures. Dans les peintures qu'on appelle des vanités. Ouais. Et tu penses qu'elle nous envoie un message, cette photo ? Moi, elle m'a envoyé un message, c'est sûr. Ouais. Je trouve que les glaciers, c'est en train de devenir une forme de vanité qui nous renvoie un peu à notre mortalité, en fait. Il y a des signaux qu'on regarde pas assez, peut-être. Oui. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment le glacier qui m'a parlé. Alors, moi, j'ai comme outil mes pinceaux, mes crayons pour faire passer des messages et j'essaye
d'en profiter pour faire passer tout ce dont j'ai envie de parler, même si j'arrive pas encore à me libérer sur certains sujets. Mais moi, je passe plutôt par l'approche sensible. Je pense que c'est nécessaire aujourd'hui. Je passe aussi par l'émerveillement. C'est des choses sur lesquelles il faut absolument travailler, sensibiliser les personnes à la beauté du monde. Voilà, c'est des choses dont on parle beaucoup, mais à la beauté du vivant, à toutes les espèces qui peuplent la planète, les grosses, les petites, la sensibiliser à tout ça. Maintenant, je pense que c'est important, mais pour moi, c'est pas suffisant. Parce que l'émerveillement, c'est bien, c'est facile aussi, mais c'est pas suffisant et ça peut pas se passer d'une action politique et d'une volonté politique concrète. Le festival m'a proposé d'investir une petite pièce, donc cette pièce de la friche. Et j'avais envie de proposer quelque chose qui soit à mi-chemin entre une chambre à coucher, entre une chambre où on dort, parce qu'il y a quelque chose de très doux dans ces paysages polaires, dans la glace, dans ces nuances de blanc, de bleu, et quelque chose de très doux. Donc j'avais envie d'être dans cette ambiance-là, et en même temps dans quelque chose d'un peu scientifique et dans la froideur d'un laboratoire. J'avais envie de mélanger un petit peu les deux. J'ai voulu faire un glacier là, qui sort du coin de la pièce et qui est là. Déjà pour installer une sorte d'ambiance dans cette petite pièce qui est censée faire sentir quelque chose de froid. Et donc j'ai fait cette installation-là, donc qui est faite de carton en réalité, en dessous, on devine un petit peu, mais que j'ai recouvert d'un grand drap blanc parce que déjà ça me fait penser au drap d'une chambre ou d'un lit dans lequel on dort. Ça me fait aussi penser aux fantômes. Parce que, étant donné que les glaciers se retirent et que les glaciers disparaissent, on les pense, on commence maintenant même déjà, parce que même à notre échelle, on les voit partir. Donc moi, je commence aussi à les imaginer un peu comme des fantômes. Et sur place, au Groenland, tous ces icebergs ou ces morceaux de glace qui flottaient, je me faisais penser à des fantômes comme ça qui se baladaient sur la mer. Et cette balance, Lauriane, qu'est-ce que c'est ? Alors cette balance, ça fait partie aussi des petites installations sur lesquelles j'avais envie de m'amuser dans cette pièce. Donc on a une balance plutôt de cuisine, hein, donc on trouve plutôt dans les maisons, dans des endroits qu'on aime bien. Mais cette fois on a de la glace, donc il y a de la vraie glace et donc elles font évidemment hein, dans la journée. Et voilà, c'est quelque chose que j'avais envie d'illustrer, c'est à la fois le temps qui passe et puis le temps qui passe, les actions qu'il faut qu'on mette en place rapidement parce que ça fond vite. C'est aussi le poids de nos errances, quoi, parce qu'on a perdu beaucoup de temps à discuter, à pas être d'accord, à se monter les uns contre les autres. En attendant, et continue. Et en attendant, ça fond. La ministre était présente, tu as dit je ne fais pas partie des optimistes. Oui, j'avais dit ça à la ministre, effectivement, je ne fais pas partie des optimistes, vraiment pas, parce que on voit bien là depuis pas mal d'années qu'il y a tous les jours il y a des lois qui tombent et qui s'opposent complètement à la vie sur Terre. Entre l'optimisme et le pessimisme, il y a la détermination. Peintre, illustrateur, sculpteur, auteur de bande dessinée, Jean-Marc Rochette, vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Vous êtes aussi un passionné de montagne, amoureux de la vallée du Vénéon. Qu'est-ce qui vous inspire tant, vous, dans la montagne ? Pour moi, dans le Vénéon, ce qui m'intéressait, c'était un espace de liberté, de sauvagerie, quoi. C'est un endroit qui n'a pas du tout touché par l'industrie touristique, quoi. Je suis attiré par l'espace, en fait, et par la structure des montagnes. Je trouve que c'est esthétique. Mais c'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut de l'espace. De l'espace, on a de moins en moins, on est de plus en plus nombreux. Trouver des endroits sauvages comme celui dont vous parliez, là où vous habitez, il y en a peut-être pas tant que ça. Je pense qu'il en reste, ouais. Je pense que quand même il y a des endroits
Alors pas forcément dans les Alpes, parce que là, il y a de l'argent, ça vaut cher, mais dans le Massif central, là, on parle des Alpes. Les Alpes, il y a du tourisme partout, quoi. Donc les prix ont monté, mais non, je pense qu'il y a des endroits. Je prêche que pour ma paroisse. Moi, depuis que j'ai ce lieu et depuis que je fais de l'agriculture de montagne, je me sens plus autonome, quoi. Vous défendez une écologie de la décroissance. Qu'est-ce que vous mettez derrière ces mots, écologie de la décroissance ? Je mets surtout le fait de s'autonomiser le plus possible. C'est-à-dire que je pense que la société techno-capitaliste est tellement puissante que je ne crois pas qu'on puisse la combattre de l'intérieur. Il faut la fuir, en fait. Par contre, ce qui est possible, c'est qu'il y ait des monades de vie extérieure, quoi, comme il y a toujours eu, en fait. Quand on vit en pleine montagne, il y a des choses qui reviennent. Un calme, un rapport au temps. Moi, c'est ce que je conseille. De toute façon, à problème compliqué, solution simple, quoi. De quand date cette prise de conscience ? Tu l'as toujours eue ou il y a eu des événements marquants qui peut-être t'ont touché ? En fait, il se trouve que moi j'ai eu la chance de grandir dans un petit village au Cameroun et que pendant mon enfance j'allais à la chasse avec mon grand-père et donc dans cette éducation il y a énormément de choses qui m'étaient dites et comme j'étais gamin je ne me rendais pas compte. Alors quand j'ai grandi et que j'arrive en France, le village revient de manière hyper forte et je commence donc à me rappeler de tout ce qu'il me disait. Et donc il me dit quand on ne comprend pas le langage des autres vivants, en fait, nous ne nous rendons pas compte de tout ce qui peut nous échapper. Il dit donc que nous les hommes, nous arrivons parfois, nous coupons, nous détruisons tout ça parce que c'est de la mauvaise herbe, comme si c'est nous qui décidons de tous les êtres qu'il y a autour. Pourtant, chaque chose a sa place et autour de nous, nous avons des milliers de vivants qui sont invisibles et qui contribuent à ce que nous puissions rester en vie. Les montagnes sont en vie, elles sont vivantes et souvent prennent la parole lorsque nous sommes dans des conditions de gravité, lorsque nous nous éloignons un peu du sens de la substance première et que nous commençons à détruire l'architecture même qui compose nos espaces de vie. Et donc pour moi, être entouré de montagnes, pour moi c'est déjà une chance de pouvoir vivre ici et il faudrait qu'on en prenne soin. Et qu'on les écoute donc. Absolument, ouais. Better